거죠. Veuillez vous asseoir. L'audience reprend. Au cours de l'audience d'aujourd'hui, nous allons poursuivre les témoignages de M. Sartsaroun et les questions lui seront posées par les conseils des parties civiles qui ont été autorisés à poser des questions aux témoins. Avant que l'on ne passe, que l'on ne donne la parole au conseil pour la partie civile, le greffier devra à présent faire un rapport sur la présence des parties à l'audience d'aujourd'hui, y compris le témoin de réserve disponible. Le greffier, merci, Monsieur le Président. Toutes les parties sont présentes, sauf Monsieur Yengsari, qui est dans la cellule de détention provisoire. Il a abandonné son droit à être physiquement présent dans le prétoire. Le justificatif a déjà été remis au greffier. Le témoin de réserve TCW 488 est présent et a déjà prêté serment. Le témoin a prêté serment le 9 juin 2012 et indiqué que ce témoin n'a aucun lien à l'une quelconque des parties au procès, y compris les accusés. Le Président, je vous remercie. La Chambre a bien reçu le justificatif de M. Yengsari dans lequel il abandonne son droit à être physiquement présent dans le prétoire et demandant la permission de suivre les débats à partir de sa cellule de détention pendant toute la journée pour des raisons de santé. Il nous informe qu'il ne peut pas rester assis pendant des périodes prolongées dans le prétoire. Cette requête est accompagnée d'une recommandation émanant du médecin stipulant que l'accusé n'est pas en mesure de participer au débat dans le prétoire, mais qu'il peut suivre les débats à partir de sa cellule de détention. La Chambre note que M. Yengsari a déjà abandonné son droit à être présent physiquement dans le prétoire et qu'il a demandé la permission de suivre les débats dans la cellule de détention provisoire. La Chambre fait droit à sa demande. Monsieur Yengsari peut donc suivre les débats à partir de la cellule de détention provisoire qui se trouve au sous-sol et il pourra faire usage de cette liaison vidéo pendant toute la journée. Le personnel de sécurité et le personnel technique doivent s'assurer que la liaison vidéo est en ordre afin qu'ils puissent suivre les débats. Nous aimerions à présent donner la parole au Conseil pour les parties civiles et en particulier les conseils ayant reçu l'autorisation de poser des questions à ce témoin. Vous pouvez prendre la parole. Maître Disrina. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur Saroun. Hier,
J'ai posé une question portant sur le moment où vous êtes devenu secrétaire du secteur 105. Une autre question portera sur la période pendant laquelle Balang était au pouvoir. Hier, vous nous avez dit que le bureau de secteur était le K17. Quelle était la fonction de ce bureau? Réponse. Le bureau de secteur n'est pas quelque chose dont j'ai une connaissance approfondie parce que j'étais au niveau du district et je n'ai aucune idée de ce à quoi servait ce bureau. Question. Avez-vous jamais été au courant du nombre de fonctionnaires qui opéraient dans le secteur lorsque Talang le dirigeait? Réponse. D'après ce que je sais, il y avait 3 ou 4 fonctionnaires, y compris celui qui s'occupait du commerce. Question. Pourriez-vous citer les noms de ces 4 fonctionnaires? Réponse. Oui. K17. Deuxièmement, K11. Troisièmement, K16. Et le numéro 4, c'était le bureau du commerce. Je ne me souviens plus du code de ce bureau. Question. Étiez-vous au courant de la composition de la direction, donc des personnes qui assumaient la direction de ces bureaux? Réponse. Non, je ne sais pas. Moi, je travaillais au niveau du district et je ne suis pas au courant de tout cela. Question. Et qu'en était-il de la gestion de ces bureaux? Combien de personnes, ou plutôt, combien de personnes travaillaient dans chaque bureau? Réponse, je ne sais pas. Question. En ce qui concerne chaque district, jusqu'à présent, vous avez témoigné devant cette Chambre du fait qu'il y avait des districts. Pourriez-vous nous indiquer si dans chaque district, il y avait un bureau pour chacune des sections respectives ou si ça n'était pas le cas? Réponse. Non, il n'y avait pas d'autres bureaux, mis à part le bureau de district et le bureau au niveau de la commune. Question. Avez-vous jamais entendu parler du centre de sécurité ou d'un centre de sécurité Phnom Kraul? Réponse. Oui, je suis au courant du nom, mais je ne m'y suis jamais rendu. Question. Savez-vous quand le bureau de sécurité de Phnom Kraul a été créé? Réponse.
Je ne m'en souviens pas. Question. Savez-vous quelle était la fonction de la création du bureau de sécurité de Phnom Kraul? Réponse non, je ne sais pas. Encore une fois, j'opérais au niveau du district et je n'avais pas à connaître les activités qui se déroulaient au niveau du secteur. Question. À quelle distance est le bureau de sécurité de Phnom Kraul par rapport à K17 au bureau de district? Réponse. Le bureau n'était pas très loin de notre bureau, à peu près à 100 mètres. Question. À quoi ressemblait ce bureau de sécurité? Est-ce qu'il était entouré par un mur, une clôture ou autre chose? Réponse. Je n'en sais absolument rien. Comme je l'ai dit, je ne m'y suis jamais rendu. Question. Avez-vous jamais entendu parler du fait que des personnes avaient été détenues dans ces bureaux? Réponse non. Non, je travaillais au bureau de district et je ne me suis jamais rendu en ce lieu. Question. Est-ce que vous dites que vous ne savez pas, que vous n'y êtes jamais allé? J'aimerais vous renvoyer vers un document dans lequel vous avez fait une déclaration au juge d'instruction. Ceci aidera peut-être à rafraîchir votre mémoire. Il s'agit du document E3/383 D201/5. Je demande la permission du président pour que ce document puisse être lu au témoin afin de lui rafraîchir la mémoire. Le président, je vous en prie. Vous pouvez demander à votre assistant de faire en sorte que le document sera affiché à l'écran afin que les parties et le public puissent également en prendre connaissance. Maître Disrina, Monsieur le Président, comme nous n'avons que peu de temps, pouvons-nous simplement donner lecture de l'extrait au témoin sans que celui-ci soit affiché à l'écran? Il s'agit simplement de lui rafraîchir la mémoire. Le Président, je vous en prie, mais encore une fois, assurez-vous que la référence du document a été clairement indiquée. Le Conseil, donc EN 0034 59 15 en anglais 00 35 26 6 et en français ERN 00 36 17 65. À ce moment-là, on vous a demandé avez-vous jamais envoyé quiconque à un bureau de sécurité du secteur? Et vous dites, lorsque j'étais membre du comité de secteur, il n'y a eu que des libérations. Est-ce que vous maintenez votre déclaration? Réponse, oui, effectivement. Je persiste. Il n'y a pas eu d'arrestation, uniquement des libérations. Question. À ce moment-là,
On vous a posé des questions sur les bureaux de sécurité, sur les bureaux de sécurité. Alors, à quel bureau de sécurité faisiez-vous référence en particulier lorsque vous avez parlé de libération? Réponse. Je me référais au bureau de sécurité spécifique de cet endroit, exclusivement. Quel est le nom de ce bureau de sécurité ou centre de sécurité? Réponse. Je ne m'en souviens pas, je ne sais pas. J'ai simplement entendu dire que ça s'intitulait le centre de sécurité de secteur. Question. En ce qui concerne le centre de sécurité de secteur auquel vous faites référence, où était-il situé? Réponse. Il était situé près du bureau de secteur. Et comme je l'ai déjà indiqué, les bureaux étaient à quelques 100 mètres l'un de l'autre. Question. Qui assurait la direction de ce bureau? Réponse. C'était Sopea qui assurait la direction. Question. En ce qui concerne ce centre de sécurité, qui d'après vous était à quelques 100 mètres de l'autre, était-ce le même centre que le centre de Plum-Crowle? Réponse. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi votre question. Pouvez-vous répéter votre question? Question. Vous nous avez dit il y a un instant que le centre de sécurité de Plum-Crowle était à quelques 100 mètres du bureau de secteur. Et ultérieurement, je vous ai demandé s'il y avait d'autres bureaux et vous avez répondu oui. Il y avait un centre de sécurité de secteur et vous avez dit que vous ne connaissiez pas le nom de ce centre. Alors ma question est la suivante. Est-ce que le centre de sécurité du secteur et le centre de sécurité de Plum-Crowle un seul et même centre? Réponse non. Il s'agissait de deux bureaux distincts. Question. Vous souvenez-vous encore d'avoir libéré des personnes du centre de sécurité de secteur, du bureau de sécurité de secteur? Et si oui, combien de personnes avez-vous libérées? Réponse. Un nombre assez important de personnes, mais c'était il y a fort longtemps et je n'ai plus très bonne mémoire aujourd'hui. Question. Avec quelle fréquence est-ce que vous libériez ces personnes? Réponse. À deux reprises. Question. J'aimerais à présent passer à une autre question dans le même document avec les mêmes cotes ERN. La question que l'on vous avait posée alors était: vous étiez-vous concerté avec le centre avant de libérer les prisonniers? Vous avez répondu non. C'était sous mon autorité.
Question. Donc, pourquoi avez-vous osé libérer ces prisonniers? Réponse. La raison pour laquelle j'ai libéré ces personnes, c'est parce que, après interrogation, j'ai pu me rendre compte qu'il n'y avait eu aucun méfait de commis ni d'erreur commise par ces personnes. Il se peut qu'il y ait eu des différents mineurs entre elles. C'est la raison pour laquelle je les ai fait libérer. Question. Lorsque vous avez opéré la libération de ces prisonniers, l'avez-vous fait suite à réception de la nouvelle politique décidée par le parti que vous a décrit le procureur hier? Serait-il exact de voir les choses de cette manière? Réponse. Oui, c'est exact. J'ai procédé de la sorte après avoir reçu la directive du parti et après avoir appris que ces personnes n'avaient commis aucun méfait grave. Question. Je vous remercie. J'aimerais passer à une autre question à présent. Le 6 juin 2012, vous avez indiqué, répondant à la question du procureur, qu'il y avait un centre correctionnel dans le secteur. Est-ce que vous faisiez référence à ce même centre de sécurité lorsque vous avez mentionné ce centre correctionnel? Réponse. Ces bureaux portaient le même nom, qu'il s'agisse de centre correctionnel ou centre de sécurité. En fait, c'était la même chose. Question. J'aimerais avoir des précisions sur ce point. Donc, est-ce qu'il s'agissait précisément d'un seul et même centre, donc ce centre correctionnel et le centre de sécurité? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'un seul et même bureau ou centre. Question. Je vous remercie. Savez-vous quel genre de personnes étaient détenues au centre correctionnel? Réponse. Comme je l'ai déjà indiqué, il s'agissait de personnes qui avaient eu des différends les unes avec les autres, par exemple des couples mariés qui s'étaient disputés, qui avaient été arrêtés et détenus et qui étaient interrogés, et ces personnes étaient détenues à cause de ces petits faits. Et c'était là le genre de personnes que l'on trouvait en détention dans ce centre. Question. Est-ce que ceux qui avaient trahi la Révolution étaient amenés à ce bureau? Réponse. Je n'ai jamais entendu parler de ceux qui auraient trahi la Révolution. Question. À l'époque où Lem était responsable, est-ce que quelqu'un a été accusé d'avoir trahi le parti ou la Révolution? Et si oui, quelles mesures ont été prises? Réponse. Je n'en sais rien. Pour ce qui est de la période où c'était lui qui était au pouvoir, je ne sais pas en quoi consistait son travail. Question. Avez-vous jamais entendu des gens parler de ceux qui avaient trahi la Révolution dans votre secteur?
Réponse non. Question. Quand vous êtes allé à Phnom Penh assister à une réunion, est-ce qu'on vous a donné des explications sur ceux qui avaient trahi la révolution et sur les mesures qu'il convenait de prendre à leur encontre? Est-ce qu'on vous a donné des explications à ce propos? Réponse. Non. Je n'ai rien entendu de tel. Question. De quelle manière Lem contrôlait-il son bureau? Comment administrait-il son bureau? Réponse. Je ne sais pas comment il contrôlait son bureau ou comment il y travaillait. Je connaissais seulement le travail qui se faisait dans le district. Question. Quel était le lien entre Lem et le comité de district? Vous étiez le secrétaire de district à l'époque. Quel était votre lien avec lui et les liens entre lui et les secrétaires de district? Je prends comme exemple les réunions ou les discussions qui avaient lieu au sujet de telle ou telle question. Réponse. Réponse. Pour ce qui est de nos relations, nous nous rencontrions uniquement lorsque nous étions convoqués à des réunions. Question. Quand vous alliez assister aux réunions, était-il question de problèmes ayant trait au secteur? Réponse. Au cours des réunions, différentes questions étaient abordées. Par exemple, la riziculture, la construction des barrages. Question. Concernant la construction des barrages, dans le secteur, combien de personnes travaillaient sur le chantier des barrages? Réponse. Beaucoup de monde. Mais je ne peux pas donner de chiffres exacts. Ça devait être 100 ou 200 personnes, mais c'est simplement une estimation. Question. Est-ce que seule la population locale d'un district donné devait construire des barrages, ou bien est-ce que les gens de tout le secteur devaient également participer à ce travail? Réponse. Les gens élevaient des barrages dans leurs districts respectifs. Question. Quelles étaient les conditions de travail? Réponse. Les gens transportaient de la terre. Question. Combien d'heures travaillait-on chaque jour? Réponse. Les gens mangeaient à 6 heures
et commençait à travailler à 7 heures, puis il se reposait à 10h30. Question. Je voudrais vous poser quelques questions sur la riziculture. Concernant la production, la semaine dernière, vous avez dit que la production était destinée à la population locale. Est-ce qu'effectivement la production a été utilisée pour la subsistance de la population locale? Réponse. La récolte de riz était distribuée. Les gens recevaient 30 seaux de riz par an. Le président. Maître, veuillez être attentive en posant vos questions. Évitez de sortir du cadre que constituent les faits allégués à l'encontre des accusés. Pour ce qui est des faits ayant trait au bureau 105, il s'agit uniquement des faits concernant le bureau de Phnom Kraul. Vous êtes donc invité à ne pas sortir de ce cadre. Il s'agit des faits de l'espèce concernant le segment pertinent de ce procès. Veuillez vous confiner à ces paramètres. Il s'agit uniquement des faits ayant trait au centre de sécurité de Phnom Kraul. La partie civile. Merci, Monsieur le Président, pour ce rappel. J'ai une question à poser sur les disparitions. La semaine dernière, lorsque vous étiez interrogé par l'accusation, vous avez dit quelque chose, mais je vais reformuler ma question. Il s'agit des réunions auxquelles vous assistiez au niveau du secteur. À ces occasions, y a-t-il eu des cas où une personne se serait plainte pendant la réunion, après quoi cette personne aurait disparu? Réponse. Pouvez-vous répéter la question? Je n'ai pas bien compris. Question. Quand Lang était responsable, vous avez assisté à différentes réunions. Avez-vous parfois constaté qu'un participant à la réunion avait fait, plutôt, se reprend l'interprète, s'était plaint, après quoi cette personne aurait disparu? Réponse. Non, je ne pense pas. Personne n'a disparu.
Question. À qui Leng faisait-il rapport? Réponse. Je n'en sais rien. Il était secrétaire de secteur. Et je ne pouvais pas savoir à qui il devait rendre des comptes. Question. Je voudrais vous rafraîchir la mémoire. À ces fins, Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir citer un document, le document E3 bar 404. Le Président, je vous en prie. Huissier d'audience, veuillez afficher le document à l'écran. La partie civile. Je voudrais être autorisé à lire l'extrait pertinent pour gagner du temps. Le Président, oui, je vous l'ai dit. Allez-y. La partie civile. C'est le document E3 bar 404. Le RNN Khmer est le suivant. 0398483 en anglais. 00403027 et en français. 00484201. Ma question est la suivante. On vous a posé la question de savoir à qui Leng faisait rapport. Vous avez répondu qu'il faisait rapport seulement à Pol Pot. Est-ce que vous maintenez votre réponse? Réponse. Je l'ai déjà dit au juge d'instruction. Question. Quand vous avez été nommé responsable à la place de Ta Lang, est-ce que vous avez fait rapport à vos supérieurs selon des modalités qui vous étaient propres? Réponse. Pouvez-vous répéter et parler plus lentement, s'il vous plaît? Question. Ma question est la suivante. Quand vous étiez secrétaire du secteur 105, vous rendiez des comptes à Pol Pot. Ce faisant, est-ce que vous utilisiez les mêmes procédures que celles de Ta Lang ou bien est-ce que vous procédiez selon vos propres modalités? Réponse. Après avoir été désigné responsable du secteur, j'ai fait rapport à Pol Pot car telles étaient les instructions que j'avais reçues. Question. Ma question portait sur la hiérarchie du Parti communiste du Kampuchea à cette époque. Réponse.
Je ne sais pas quelle était l'étendue de l'autorité du Parti communiste. Question. Lorsque vous avez assisté à des réunions à Phnom Penh pendant la période du Cambodge démocratique, savez-vous quelles étaient les personnalités importantes au sein du parti? Réponse. Je ne savais pas quelles étaient les personnalités qui jouaient le rôle le plus important. Question. Je voudrais parler à présent des communications entre les hauts dirigeants du comité central. Au secteur 105, qui était habilité à communiquer avec le bureau central? Réponse. Je n'ai pas saisi la question, pouvez-vous répéter? Question. Je vais reformuler. Parmi les membres du comité du secteur du Mont Dolkiri, qui communiquait directement avec le comité central? Réponse. À ma connaissance, personne, seul le chef du secteur pouvait communiquer. Question. Qui était habilité à retirer quelqu'un d'un régiment ou d'un bataillon? Réponse. Je n'en sais rien. Je ne sais pas qui était habilité à nommer des gens ou à retirer des gens. Peut-être que les supérieurs pouvaient le faire. Question. Vous parlez des supérieurs. À qui faites-vous référence? Réponse. Je faisais référence à Pol Pot parce que c'était lui qui était responsable du pays tout entier. Question. Je voudrais parler à présent des mariages forcés. Lorsque Talang était aux commandes, est-ce que vous avez appris quoi que ce soit concernant les mariages qui avaient lieu dans la coopérative? Le président, le témoin n'a pas à répondre à cette question qui est de nature répétitive. L'accusation a déjà soulevé cette question. La partie civile. Monsieur le Président, la dernière fois, le témoin a parlé des mariages concernant l'époque pendant laquelle c'était lui qui était responsable. Ma question à moi porte sur la période où Talang était aux commandes. Et j'ai en outre des questions à poser dans le prolongement de la première, lesquelles sont différentes de celles posées par l'accusation. Le Président. Vous ne pouvez pas le faire. Question. La semaine dernière, le 6 juin 2012. En réponse aux questions de l'accusation,
Vous avez dit que si le chef d'un groupe formulait une demande, ou plutôt, si un membre d'un groupe faisait une demande, il fallait demander le consentement de l'autre personne et en faire rapport au supérieur. Si quelqu'un refusait de se marier, que se passait-il? Le président interrompt. Le témoin n'a pas à répondre à cette question qui est de nature hypothétique. Ce type de question n'est pas autorisé. Il n'est pas permis de poser des questions hypothétiques. Maître, vous êtes prié de poser des questions plus précises. La partie civile. Des gens ont-ils refusé de se marier et le cas échéant, que leur arrivait-il? Réponse. J'ai déjà répondu à cette question lorsque j'étais interrogé par l'accusation et par les juges d'instruction. Nous n'avions pas le droit de forcer quiconque à se marier. Nous devions obtenir le consentement des parents. Question. Je voudrais à présent passer à la structure des coopératives. La semaine passée, vous avez dit au coprocureur que dans la coopérative, il y avait un comité. Pouvez-vous donner un complément d'explication concernant la composition de ces comités? Réponse. Comme je l'ai dit au procureur, je maintiens ce que j'ai dit. Question. Est-ce que les membres des comités avaient certaines tâches particulières à accomplir? Réponse. Ils exerçaient différents rôles. Certains étaient chargés des questions économiques, d'autres du ravitaillement. C'est ainsi que le travail était réparti. Question. Hier, vous avez dit que le secteur possédait des forces armées dans le secteur 105. Quels différents types de forces armées existaient-ils? Réponse. Un seul type. C'était l'armée du secteur, comme on l'appelait. Question. Est-ce que l'armée du centre avait des positions sur place? Réponse.
Oui, il y avait une division de l'armée qui était stationnée sur place. Question. Quelles étaient les relations entre l'armée du secteur et les forces militaires du comité central? Réponse. D'après ce que j'ai pu comprendre, les forces armées du comité central ne connaissaient pas bien la situation géographique. Il n'en allait pas de même des forces armées du secteur. Ces gens-là vivaient sur place et connaissaient mieux les conditions géographiques. Question. Faisait-il rapport aux mêmes autorités? De quelle manière rendait-il des comptes? Réponse. J'en ai déjà parlé au procureur et je maintiens la réponse que je leur ai faite. Question. Avez-vous jamais entendu mentionner l'expression chef de division? Si oui, pouvez-vous indiquer s'il existait d'autres thèmes, comme par exemple secrétaire de division ou comité de division? Réponse. Comme je l'ai dit, ces expressions désignent la même chose. Question. Quelle était la composition de chaque division? Réponse. Sincèrement, je n'en sais rien. Question. Vous viviez dans ce secteur? Compte tenu de votre expérience, je voudrais vous poser la question suivante. Dans chaque division, combien de personnes y avait-il et comment les divisions étaient-elles structurées? Réponse. Je n'en sais rien. Je ne sais pas de combien de personnes elles se composaient. La partie civile. J'aimerais à présent faire référence à nouveau au document E3/367. Le président, allez-y, mais veuillez préciser les cotes ERN pertinentes. Veuillez aussi préciser pourquoi vous voulez faire référence à ce document. Si vous devez à chaque fois demander l'autorisation du président, cela prend beaucoup de temps. La partie civile. Ce document porte les codes suivantes: 0025 14 40 en khmer, 0027 86 97 en anglais, et en français 00 48 73. Le président, je vous en prie. Conseil, vous avez indiqué
Suivant la question concernant le fait de savoir qui d'autre vous connaissiez, vous avez indiqué que pendant le congrès, Pol Pot aurait déclaré que les cadres civils et militaires devaient arrêter les arrestations et les exécutions, à moins qu'ils aient reçu l'autorisation de le faire des instances centrales. La question est la suivante. Que s'est-il produit et qui aurait poussé Pol Pot à faire une telle déclaration? Réponse. Comme je l'ai déjà dit au coprocureur, la position me semble claire. Question. Alors je pense devoir répéter la question. Sans doute me suis-je mal exprimé. La question est la suivante. Que s'est-il produit, que s'était-il produit qui a poussé Pol Pot à déclarer que les cadres militaires et civils devaient arrêter d'arrêter et d'exécuter? Réponse, je n'en sais rien. J'ai simplement entendu l'annonce qui a été faite qu'aucune arrestation ou exécution ne devait encore être effectuée. Et lorsque les personnes commettaient des méfaits, il ne fallait ni les tuer ni les arrêter, mais plutôt il fallait les rééduquer. Question. Que s'est-il produit dans d'autres secteurs? Le savez-vous? Réponse. Non, je n'en sais rien. Question. En ce qui concerne une autre question, que saviez-vous au sujet des affaires militaires et de la gestion de la sécurité dans ce secteur? Vous avez dit le comité de secteur ou le centre de secteur avait le contrôle des chefs militaires. Alors ma question est la suivante. Quelle est votre compréhension de l'expression comité de secteur? Réponse. Oui, je crois que je me suis déjà exprimé clairement à ce sujet. Question. Est-ce que le comité de secteur constitue une référence à un individu ou à un groupe de personnes? Ma compréhension des choses est que le secrétaire de comité, ce serait une personne individuelle, mais le comité lui-même, était-il composé d'une seule personne ou d'un groupe de personnes? Réponse. En ce qui concerne un comité doit être composé d'au moins 3 personnes. Sinon, on n'aurait en aucun cas pu l'appeler un comité. Question. Pouvez-vous décrire à la Cour la structure et le rôle du comité de secteur? Réponse. Les personnes recevaient des responsabilités ou des tâches différentes. Donc certains, par exemple, étaient responsables du commerce, des affaires militaires, etc. Question. Dans le même document, et vous l'avez aussi indiqué au coprocureur, j'ai besoin d'une précision en ce qui concerne votre conversation avec M. Khieu Sampang. Vous nous avez dit que vous aviez eu une conversation avec M. Khieu Sampang portant sur les affaires de commerce. Pouvez-vous préciser exactement ce dont il a parlé en matière de commerce?
Réponse. Eh bien, il parlait de l'économie, de produire des légumes, de la production, du rationnement alimentaire, des rations alimentaires de la population, etc. Question. Vous a-t-il également parlé du programme ou du plan quadriennal du Parti communiste du Cambodge? Réponse non. Non. Question. Hier, donc, document D1 89.1 vous a été présenté par le procureur. Ce document porte sur la ligne du parti concernant les personnes qui avaient rejoint le KGB et d'autres agences. Et hier, vous avez indiqué vous avez répondu à plusieurs reprises à des questions sur ce point. Mais ma question est la suivante. Après que l'on vous ait expliqué et donné des instructions, vous nous avez dit que vous avez disséminé cette information à une occasion aux personnes qui vous entouraient. Après cet acte de dissémination à la population locale, comment est-ce que ces directives ont été mises en œuvre ou appliquées? Réponse. Mais j'en ai déjà parlé au procureur. La population locale était tenue de faire ce qu'on en attendait d'elle. Question. Est-ce que quelqu'un a refusé de mettre en œuvre ces directives et qu'est-il advenu de cette personne si c'est le cas? Réponse. Il ne s'est rien produit, il ne leur est rien arrivé. Question. En ce qui concerne votre déclaration au co-juge d'instruction et au co-procureur concernant les réunions auxquelles vous avez été appelé à participer après la mort de M. Lang, vous nous dites que Pol Pot vous a intimé l'ordre de remplacer M. Lang. Ma question est la suivante. Lorsque vous êtes venu pour la première fois à la réunion sur le lieu de travail ou dans les bureaux de Pol Pot, est-ce que l'on vous a jamais parlé du rôle individuel des personnes lors de la réunion qui étaient présentes lors de la réunion avec Pol Pot? Réponse. J'en ai parlé hier déjà au co-procureur et je me suis exprimé clairement. Question. Avez-vous observé les rapports entre les individus? Je reprends. Vous avez dit que Nunchea, Son Sen, Yang Sari, Kyo Sampang et Yentirit étaient présents. Donc, ma question est la suivante. Quelle impression avez-vous eue concernant les rapports qui existaient entre les personnes participant à la réunion? Réponse. Je pense que j'ai seulement constaté que Pol Pot a fait les exposés, présidé à la réunion et que les autres écoutaient, tout simplement.
président. Oui, maître, je vous en prie. L'observation pour les transcrits, je crois que ma consoeur s'est un peu égarée et que M. Kyosampan n'a jamais été mentionné par le témoin sur cette réunion. Le président, conseil pour les parties civiles, veuillez continuer. Maître Disrina, je suis en possession d'un document prouvant ceci, et notamment en ce qui concerne la déclaration faite par le témoin. Je n'ai pas présenté le document lorsque j'ai posé la question au témoin parce que je ne voulais pas que l'on perde de temps. Mais si le Conseil de la Défense désire que je présente l'extrait du texte qui parle de comment que ça, eh bien, je suis prête à le faire. Kyosampan, l'interprète se reprend. Conseil. La semaine passée, vous avez indiqué au juge d'instruction que des personnes étaient appelées, qu'elles disparaissaient, que d'autres avaient peur. Ma question est la suivante. Est-ce que vous aviez peur également? Réponse. Oui, j'avais peur. Je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir peur parce que d'autres personnes étaient appelées et disparaissaient, des gens qui m'étaient très proches dans ma famille. Mon beau-frère a également été appelé et a disparu. Conseil partie civile, je vous remercie, monsieur le témoin, d'avoir répondu à mes questions et j'aimerais maintenant donner la parole à ma collègue qui va poser d'autres questions. Le président, je vous en prie, maître, vous pouvez y aller. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à mes confrères, bonjour à tous et bonjour Monsieur le témoin. Je n'ai que quelques questions de suivi sur certains thèmes particuliers que je voudrais évoquer rapidement en espérant disposer d'un temps suffisant. Ma première question, Monsieur le témoin, est à propos des déplacements de personnes. Vous avez indiqué à Monsieur le procureur le 6 juin que là où vous habitiez, vous n'aviez pas vu de personnes qui étaient déplacées d'autres régions et qui venaient là où vous habitiez. Je voudrais savoir si, comme membre du comité de secteur ou comme secrétaire de district, vous avez entendu parler de gens qui venaient d'autres régions dans le secteur 105. Réponse. Je n'ai jamais entendu dire ou été témoin de transfert de personnes d'autres régions vers le secteur 105. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais utiliser le contenu d'un document. Ce document porte le numéro D22/2736. C'est une déclaration de partie civile qui figure dans nos listes de documents et que nous avons bien sûr placée sur l'interface il y a quelques jours. Et je pense que ce document, dont je voudrais lire un extrait, est de nature à rafraîchir peut-être la mémoire du témoin.
Je pensais simplement lire un extrait, mais si vous le souhaitez, nous pouvons afficher le document en khmer. Le RN, en français, est le 00811 449, en khmer le 0057959. Il n'y a pas de traduction anglaise malgré ma demande de traduction. L'unité n'a pas été en mesure de me fournir la traduction anglaise. Puis-je lire cet extrait? Souhaitez-vous qu'il soit affiché? Le président, je vous en prie, mais tâchez de résumer de manière succincte les extraits auxquels vous faites référence. Et le document peut être affiché à l'écran. Monsieur le Président, je précise que la partie civile en question avait 14 ans en 1975 et à propos des déplacements de personnes, elle dit ceci. Pendant le régime des Khmers rouges, j'habitais dans la province de Kampong Speu. Ensuite, j'ai été évacuée vers la province de Mondulkiri, au district de Ko Nek. Et un an plus tard, on m'a encore expulsée vers la frontière khméro-vietnamienne. J'avais été témoin direct d'une scène d'exécution à la montagne de Kraol. Fin de citation. Monsieur le témoin, est-ce que cela vous rappelle quelque chose sur les déplacements de personnes? Réponse. Non, je ne suis absolument pas au courant de cela. Et je n'ai jamais vu des personnes étant évacuées à Mondulkiri. Maintenant évoquer les coopératives et les camps de travail. Vous avez dit à Monsieur le procureur national le 5 juin qu'il y avait assez de médicaments et assez de matériel médical dans votre secteur. Vous étiez d'ailleurs le membre du comité de secteur chargé des questions de santé. Est-ce qu'il y avait, monsieur le témoin, des soins appropriés, c'est-à-dire des médecins formés suffisamment et des hôpitaux en bon état dans votre secteur? Réponse. Comme je l'ai dit, il y avait assez de médicaments et il y avait des personnes formées au traitement de la malaria, du paludisme. Il y avait également des sages-femmes et des médecins de médecine générale. Il y avait même des chirurgiens. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je souhaiterais utiliser le contenu d'un autre document qui est le document D22/2760. C'est également un document qui figure sur nos listes et que nous avons placé sur l'interface. Et c'est une constitution de partie civile, pages 6 et 7 en français et en khmer
L'ERN est 0 0 5 5 6 2 2 8. Nous n'avons pas encore la traduction anglaise. Puis-je afficher ce document ou lire l'extrait à tout le moins? Le président, je vous en prie. Cette partie civile avait 33 ans au moment des faits. Elle résidait bien sûr dans le secteur 105 et elle dit ceci, je cite, « En 1977, pendant la saison des pluies, mon père a été désigné pour aiguiser du bambou pour en faire des chausses-trappes destinées à planter dans la forêt, etc. Il devait se lever à l'aube et travailler jusqu'au crépuscule avant de pouvoir rentrer à la maison. En travaillant sans rien à manger et en faisant un long trajet tous les jours, il périssait de jour en jour à tel point qu'il est tombé malade. Puis, il avait le corps qui gonflait partout. On l'a emmené pour le laisser dans l'installation des malades, où il n'y avait ni médecin pour le soigner, ni médicaments, où les Khmers rouges lui ont dit « Si tu es malade, tu n'as pas le droit de manger ». Ils l'ont alors privé de nourriture jusqu'à la mort. Fin de citation. Monsieur le témoin, est-ce que cela vous rappelle quelque chose sur les conditions dans les hôpitaux de votre secteur ? Réponse. Non, je ne suis absolument pas au courant de cela. À cette époque, je me limitais à mon poste au niveau du district et à part cela, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu dire que des personnes avaient été traitées de la sorte ou tuées. Je vous remercie. Toujours à propos des conditions de vie dans les coopératives, est-ce que, monsieur le témoin, les femmes enceintes bénéficiaient de soins particuliers tenant à leur situation de fragilité? Et est-ce que les personnes âgées, fragiles aussi, bénéficiaient de soins particuliers dans les coopératives? Réponse. Et je vais répondre à cela. Les femmes enceintes n'avaient pas le droit de faire de dur labeur. Et après l'accouchement, quelques mois après cela, ou plutôt pendant quelques mois après l'accouchement, on leur permettait de rester à la maison et de ne pas aller travailler. Merci. Monsieur le Président, je souhaiterais utiliser le contenu de 2 documents. Le premier document est le document D22/1175. C'est une déclaration de partie civile et je voudrais citer un extrait qui se trouve aux pages 4 et 5. ERN en Khmer 0 0 5 2 1 3 0 7. Puis-je le faire? Le président, allez-y, je vous en prie. Cette partie civile est une femme, elle avait 20 ans en 1975 et elle dit ceci, je cite. Toujours en 1975, j'ai été forcée de me marier. Plus tard, je suis tombée enceinte de ma première fille. Une semaine après mon accouchement, j'ai été forcée d'aller repiquer des plants de riz
même si je n'étais pas encore prête pour le faire. » Fin de citation. 4 lignes plus bas, elle dit « Je recevais une ration alimentaire insuffisante à raison d'une canette de riz pour 4 personnes. J'étais alors très épuisée et mal nourrie, ce qui faisait que parfois, je me couchais sur les diguettes. » Quelques lignes plus loin, à la page 5 en français, elle dit « Ma mère était très vieille. On lui avait ordonné de travailler au réfectoire jusqu'à l'exténuation. Lorsqu'elle est tombée malade, il m'était impossible de demander l'autorisation d'aller la voir. » Fin de citation. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose, monsieur le témoin, des scènes que vous auriez vues? Réponse? Non. Je ne suis pas au courant de tels événements se produisant en 1975. Je vous remercie. Je voudrais citer un extrait très court d'un autre document, qui est le document D22/1433. C'est également une déclaration de partie civile. En français, l'extrait est à la page 7. En khmer, ce sont les ERN 0, 0, 5, 2, 8, 4, 2, 6. Et le suivant, qui finit donc par 2, 7. Puis-je évoquer cet extrait, Monsieur le Président ? Le Président, je vous en prie, allez-y. Cette partie civile est un homme qui avait 16 ans en 1975 et il dit ceci, je cite, « Quant à mon père, très vieux, on lui avait d'abord demandé d'approvisionner le réfectoire en manioc sauvage. Par la suite, on lui avait ordonné d'aller chercher des rotins pendant plusieurs jours. Sa ration alimentaire était aussi insuffisante. Il travaillait jusqu'à exténuation, sans avoir le temps de se reposer. Il se retrouvait donc dans un état de grand délabrement physique, ce qui l'a rendu malade. À ce moment-là, je suis allée demander des médicaments à Shrey, le chef de la commune, qui m'a beaucoup insultée et a dit « Les vieux, ça ne vaut pas la peine de les soigner, il faut les laisser mourir parce qu'on a des jeunes qui sont capables de travailler. » Quand j'ai entendu cela, j'ai fondu en larmes. J'éprouvais de la pitié pour mon père, quelqu'un qui m'était très cher et qui était pourtant traité avec mépris. 5 jours plus tard, il est malheureusement décédé à cause du manque de médicaments. Monsieur le témoin, est-ce que cela vous rappelle des choses que vous auriez vues ou dont vous auriez entendu parler? Réponse. Je n'en sais rien. En 1977, j'étais dans mon village natal et donc je n'en sais rien. Je vous remercie. Dans les coopératives, monsieur, est-ce que les enfants, qui sont une population vulnérable et fragile, bénéficiaient d'un traitement particulier, d'une protection particulière? Maître Sonaroun. Le président interrompt. Témoin, veuillez attendre. La parole est à l'avocat cambodgien de M. Nuncher, je vous en prie. Maître Sonaroun. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, j'ai une objection à soulever contre les questions posées par la partie civile.
il s'agit des questions et réponses relatives à une autre personne. Et cela ne peut être utilisé pour tester la crédibilité du présent témoin. D'où mon objection. Le président, Maître Carnavas, allez-y. Maître Carnavas, bonjour mesdames, messieurs les juges, bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire et aux alentours. J'ai hésité à soulever une objection à ce stade, même si je voulais dire qu'il s'agit de déclarations faites sans prestation de serment. Je suis sûr que la Chambre le sait. La Chambre a été saisie de cette question, laquelle n'a jamais été tranchée, à savoir si ces déclarations peuvent être utilisées comme éléments de preuve. Nous ne savons pas si cette partie civile va comparaître pour être interrogée. À présent, on présente des déclarations faites sans prestation de serment. Peut-être que les personnes en question ne vont jamais comparaître. Peut-être qu'il faudra sous-peser le poids à donner à ces déclarations. C'est peut-être une tactique pour tester la crédibilité de ce témoin, mais pour notre part, ce type de déclarations ont été faites sans prestation de serment et n'ont aucun poids, car il s'agit de déclarations recueillies par les juges d'instruction. Le président. La parole est à la partie civile, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, je comprends la réaction de la défense qui est peut-être contrariée d'entendre ce genre de choses, mais je suis d'abord étonnée qu'on puisse me dire qu'on ne doit évoquer que des documents qui émaneraient de la personne qui est témoin. Je crois que les procureurs ont utilisé des témoignages de toutes sortes de personnes et je pense que la défense l'a fait également, tout au moins la défense de Nunchea. Donc je peux très bien utiliser des documents qui émanent d'une autre personne. Je précise que ces personnes vivaient toutes, bien sûr, dans le secteur 105. Quant à l'objection de mon confrère Carnavas, je voudrais dire que, une fois de plus, votre Chambre jugera de la force probante de ces documents le moment venu. Je m'excuse sur un point, j'ai oublié de préciser que toutes les déclarations que je cite aujourd'hui sont des déclarations de partie civile que nous n'avons pas proposées pour être entendues, qui ne seront donc pas entendues par votre Chambre. J'ajoute que ces témoignages sont tout aussi importants, même s'ils ont été faits sans serment, que les témoignages émanant de témoins et que je crois que jusqu'à présent, dans les débats, nous avons utilisé beaucoup de témoignages et je pense pouvoir utiliser ces déclarations qui sont pertinentes.
Le président. Maître, vous pouvez vous rasseoir. Des objections ont été soulevées par la défense. La Chambre devra traiter de ces questions. Il s'agit de faire preuve de cohérence par rapport aux décisions déjà rendues, le but étant de fixer des précédents dans la perspective de la suite des audiences. La Chambre se prononcera en temps opportun. Pour l'instant, nous allons suspendre les débats pour 20 minutes. Huissier d'audience, veuillez prêter votre assistance au témoin et à son avocat pendant la pause et les ramener dans le prétoire avant la reprise des débats. Suspension des débats.